Messieurs, bienvenue. Bienvenue à cette Rêve Santé. Lamine, on commence par vous, avec le mot de bienvenue. Vous êtes un peu le maître des lieux, donc c'est à vous de dire bonjour. Déjà, merci pour cette belle organisation. Ça fait plaisir de voir ce beau plateau. C'est ce monde en présentiel. Ça fait plaisir de retrouver après 2 ans de masque. On n'a plus de masque, on se reconnaît, on se fait des beaux sourires et ça fait plaisir de pouvoir partager et d'échanger. Et bien sûr, bienvenue à ceux qui sont connectés. Donc ça fait 2 ans que ce comité existe. 2 ans, 4 groupes thématiques, plus de 60 auditions. Donc voilà, on va parler de tout ce que nous avons vu, compris pour l'évolution de notre système de santé. Et c'est vrai qu'on a évoqué 4 thèmes. 4 thèmes, c'était, je dirais, le premier, l'innovation, le meilleur accès aux soins pour tous, la transformation du système de santé, la gouvernance, l'anticipation des crises à venir, on en a longuement parlé en ouverture, et bien sûr, l'emploi, la formation. On le voit aujourd'hui, le monde de la santé est en crise. Je pense qu'on va en parler assez longuement. En tout état de cause, merci au MEDEF pour nous donner la parole sur la santé, qui est un bien collectif, un bien indivisible, et qui doit tous nous permettre d'être ensemble. Ce sera peut-être le mot aussi, le fil conducteur, ensemble. Oui, c'est vrai, mais oui. Ça change tellement souvent cette terminologie qu'on s'y perd avec. Nous, on est ensemble parce qu'on est le monde de la santé, public, privé, associatif. Merci Lamine. Frédéric Dabil, DG de l'IFOP, donc le MEDEF vous a commandé une étude justement sur le système de santé français, son évaluation par les Français. Qu'en est-il? Est-ce que ça vous a surpris d'abord? Oui, il y a des choses intéressantes. Bonjour à tous et tous. Merci pour votre invitation. Effectivement, on a réalisé à l'occasion de cette Rêve Santé une étude dans le contexte post-Covid. Quelle évaluation par le grand public du système de santé hexagonal? Quelles attentes exprimées s'agissant de la gestion de ce système et de la place de l'assuré? Je dis tout de suite en introduction, ce n'est pas une thématique anodine, la santé pour les Français. C'est la première préoccupation des Français. Vous allez me dire, c'est lié au Covid? Je vous réponds non. C'est depuis septembre 2019, le Covid n'existait pas, que la santé s'est placée en tête des préoccupations des Français, parce que déjà il y avait l'inquiétude pour l'hôpital public, il y avait à ce moment-là la grève dans le service des urgences, il y avait la question de l'accès aux soins, la question des déserts médicaux, de la renonciation aux soins. Donc on n'est pas sur un sujet anodin, loin de là. Et dans le sondage qui a été fait au mois de mai auprès de 1000 personnes, c'est vrai qu'on a eu des surprises ou des résultats intéressants. Première chose, malgré le contexte compliqué que nous venons de vivre, les 3/4 des Français ont confiance dans le système de santé français. C'est majoritaire dans toutes les catégories, même si auprès de ceux qui n'ont pas confiance, 25%, c'est une minorité, mais c'est non négligeable. On a en gros les segments qui ont le plus voté au second tour pour Marine Le Pen, plutôt des jeunes, plutôt des catégories populaires. Mais ce premier indicateur était inscrit dans ce contexte de crise sanitaire connu par le pays, qui montre que voilà, le système de santé a tenu, malgré ce qui a été dit au premier confinement, malgré ce qui a été appelé un juin 40 sanitaire. Pour les Français, le système est résilient et le système tient. C'est une constante, ça, ou ce taux de 3/4 a augmenté avec le temps, ou ça s'est conforté? Alors, il a toujours été élevé. Hein. Il y a cette petite musique du déclin français, mais dans les éléments de réassurance forte, au-delà des atouts traditionnels du pays, tourisme, gastronomie, etc., la question d'un système de santé performant que le monde entier nous envie. Et là, même si, il s'est passé des choses avec le Covid. D'ailleurs, sur quoi se fonde cette performance, cette confiance à l'égard du système de santé? C'est l'idée qu'il est jugé performant, et il y a une hiérarchie qui est relativement claire. Elle est liée à une dimension qualitative et de haute technicité. 82%, ce système est performant sur la qualité des soins, 80% sur la diversité des spécialités. Il y a une dimension de care. Il a réussi à protéger les Français. Et là, bien sûr, on voit, Marc, un effet Covid, aussi bien la dimension sanitaire que la dimension économique. Un système innovant, là où le bas blesse, mais bien sûr, c'est pas une surprise, c'est la question de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, qui est, comme je l'ai dit, au cœur des préoccupations des Français, et qui est plus fortement cité par les segments de population les plus concernés par les questions de santé, les femmes, les personnes âgées, les catégories sociales fragiles, mais aussi les personnes diplômées. Donc confiance, performance, et dans ce contexte, quand on interroge les Français sur les attentes, et
il découle des résultats précédents. Quelle dimension du système français a amélioré en priorité? On trouve bien sûr une dimension quantitative, le recrutement de personnel soignant, l'accès sur l'ensemble du territoire. Il y a clairement un lien établi entre cet accès aux soins malaisé sur le plan territorial et le manque de personnel. Et ça rejoint complètement l'enquête qu'avait faite l'IFOP pendant la campagne présidentielle pour la FHF, où, je le rappelle, pour 89% des Français, le principal problème du système de santé français, c'était le manque de moyens humains. Alors, on n'a pas mis toutes les réponses. Ça n'a pas changé. Voilà. Mais à des fins de présentation, il y a un effet quoi qu'il en coûte, puisque la dimension financière est très peu citée. 19% seulement citent le reste à charge, 13% l'équilibre financier. Voilà. On est très clairement sur le recrutement de personnel soignant et la lutte contre les déserts médicaux. On a une deuxième partie. Geoffroy Droud Bézian parlait sur la gestion du système de santé, quelles sont les préférences des Français, et d'abord quelle articulation entre, si ça marche, entre acteurs publics, notamment l'État, et les acteurs privés. Et clairement, le Covid est passé par là pour près de 2 tiers des Français, 64%, il faut favoriser les synergies entre les différents acteurs publics et privés, État, industriels, acteurs du soin et de l'innovation, et seulement 36%, c'est une minorité, mais on est en France, ce n'est pas rien, qui s'en tiennent à une conception plus dirigiste, plus étatiste, avec l'idée que c'est à l'État de contrôler et diriger les autres acteurs. C'est plus fort chez les personnes âgées, chez les cadres sup, chez les salariés du secteur public, mais ce qui est très intéressant, c'est une dépolitisation de cette question. Il y a encore quelques années, on a eu un très fort clivage gauche-droite, ce n'est plus le cas. Même chez les sympathisants de gauche, il y a une majorité qui s'oppose à une conception uniquement dirigiste et étatiste du système de santé. Bien sûr, le Covid est passé par là. Je parlais des premiers ratés. Des ratés du premier confinement, la pénurie de masques, de tests, tout ça a laissé des traces et clairement, les Français s'inscrivent dans cette logique de synergie. Ils ont également bougé, les Français, sur le financement du système, comment on souhaite voir évoluer le système de protection sociale, et on n'a que 38% qui sont sur une logique de statu quo, c'est-à-dire laisser le système tel qu'il est actuellement, car il fonctionne bien. Voilà, ça veut dire que pour 2 tiers, il fonctionne mal. Alors, l'idée d'augmenter les cotisations sociales pour garantir un remboursement optimal des frais de santé pour tous, n'est pas partagée massivement. Un quart, notamment chez les jeunes, notamment chez les sympathisants de gauche, mais peut-être il y a une méconnaissance de ce que ça implique concrètement pour eux. Si on augmente les cotisations sociales, 35% sont sur une logique de baisser les cotisations sociales pour améliorer les pouvoirs d'achat. Il n'y a pas besoin de dire qu'on est dans un contexte où jamais la question du pouvoir d'achat, avec ce retour en flèche de l'inflation, n'a jamais été aussi fort dans la structuration du discours des Français. Mais quand même, quitte à devoir compléter sa protection santé via une mutuelle privée, c'est quelque chose qui était avant un gros mot en France. On voit que c'est partagé par plus de 35%, notamment les catégories les plus polarisées sur la question du pouvoir d'achat, les catégories générationnelles intermédiaires, les 25-34 ans, la génération de l'insertion qui peine à s'insérer, et les 50-64 ans, la génération, j'ai envie de dire, un peu maudite, qui est inquiète par rapport à une future réforme des retraites, qui est plus touchée que la moyenne par la dépendance de leurs proches, et qui est la génération qui épargne le moins par mois. Donc c'est intéressant de voir que de ce point de vue-là, les choses bougent. Oui, et là on pourrait dire que c'est aussi un effet Covid. C'est un effet des 2 ans qu'on a passé, parce qu'il y a 2 ans, on n'aurait pas eu ce taux-là de personnes qui étaient prêtes à s'assurer. Je pense, on a posé des questions pas tout à fait comme ça, mais clairement, on était sur une logique de statu quo parce qu'on avait le sentiment que ce système de santé, par son financement, fonctionnait bien. Quand bien même, il y avait des soucis, des déficits, etc. Là, clairement, c'est peut-être un leitmotiv et un fil rouge de ce sondage. On voit très bien qu'il y a un avant et un après Covid. Le Covid n'a rien créé, mais il a, je dirais, amplifié des tendances à l'œuvre sur la confiance vis-à-vis du système, sur son niveau de performance d'un point de vue technique, sur le recrutement de personnel, de moyens humains et la question financière. Et d'ailleurs, dans la dernière partie, on interroge les Français sur est-ce qu'ils souhaitent devenir acteurs de leur parcours de santé, est-ce qu'ils souhaitent être plus autonomes, plus moteurs. Alors, on a 71% des Français
qui répondent par l'affirmative, 82% dans les catégories des dirigeants d'entreprise. Alors, bien sûr, ces résultats à prendre avec prudence. Que veut dire pour les Français être autonome, être moteur? Il y a une question qui essaie d'illustrer ce qui pourrait relever que d'un simple vœu pieux. Alors, intéressant de voir que la dimension financière ne domine pas, c'est-à-dire on avait testé la question de une clarification des coûts associés à ces dépenses de santé. C'est cité que un tiers, c'est-à-dire le qui paye quoi. On a en revanche, je reviens en arrière, 3 dimensions qui émergent nettement pour faciliter cette appropriation et cette autonomie du patient et de l'assurer dans le parcours de soins, dans le système de santé. La communication facilitée entre les différents acteurs. Il y a eu des progrès, mais l'idée qu'il y a un cloisonnement trop fort reste à l'œuvre chez les Français. 41% une simplification des démarches, 42% un meilleur remboursement des méthodes de santé ou de soins qui leur conviennent, et sont moins cités, je le disais, la clarification des coûts. Alors, c'est intéressant de voir, l'autonomie ne passe pas par un meilleur accès à l'information. C'est peut-être l'idée que l'information est bonne. Seulement 18% citent l'accès. C'est peut-être lié au fait qu'on a beaucoup parlé de santé pendant 2 ans. Et que les quoi, Français ont l'impression d'être devenus des spécialistes et des médecins. Oui, tout le monde est devenu spécialiste sur les chaînes d'infos et sur les réseaux sociaux. Même ceux qui l'étaient pas. Même ceux qui ne l'étaient pas, vous avez raison de le dire, et moi le premier. Donc seulement 18% un accès facilité à l'ensemble de vos données de santé et un meilleur accès à l'information. Donc on voit très bien comment ce premier sondage post-Covid, même si j'entends parler de nouvelles vagues, voilà, on n'en parlera pas. Espérons que tout se passe bien pour la rentrée. Mais on voit que les lignes ont bougé. La confiance est toujours là. La prise de conscience des problèmes liés au système de santé, notamment la démographie médicale, l'accès aux soins, la renonciation aux soins est là. Et dans ce cadre-là, sur le financement, sur le parcours de soins, sur l'autonomie de l'assuré, les Français semblent prêts à bouger, et notamment, ils ont mis de côté le dogme du tout État. Merci beaucoup Frédéric Dabi, DG de l'IFOP, pour la présentation des résultats de ce sondage, où effectivement on voit bien qu'il y a un avant et un après Covid en matière de santé, et que les Français ont évolué sur leur conception de la santé au-delà des seules questions d'organisation du travail ou d'organisation de la vie. Lamine Garbi, quel commentaire vous faites, ou qu'est-ce que vous inspire les résultats de ce sondage? Je ne suis pas surpris, parce que nos concitoyens ont confiance en nous. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir un médecin. Voilà. Le toucher. Le toucher. Et que le médecin touche. Parce que c'est bien, la télétransmission, c'est bien, le distanciel, c'est bien, mais voilà. La première difficulté d'un patient, c'est de trouver un médecin qui soit disponible et un spécialiste lorsque le médecin envoie au spécialiste. Donc, on a un bon système de soins. Excellent système de soins. Par contre, le système de santé est quelquefois plus difficile. Alors, les barrières, elles sont culturelles. Et notre ministre qui arrive, elle a un ministère qui est étiqueté ministère de la Santé et de la Prévention. Un des indicateurs... C'est une nouveauté déjà. Le fait qu'on mette la prévention dans l'intitulé, c'est la première fois. La première fois. Parce qu'il y a un indicateur nouveau qui apparaît depuis quelques années, c'est l'espérance de vie en bonne santé. En bonne santé. Voilà. Parce que si c'est pour avoir 10 ans de dépendance, voilà, et ne plus avoir la possibilité de s'exprimer ou des sensations cognitives, on peut se dire que quelque part, on a des difficultés. La première des missions, je pense, de notre ministre, c'est de nous réconcilier entre nous. Entre nous. Public, privé, associatif. Arrêtez de stigmatiser la médecine libérale. Arrêtez de leur dire, vous devez reprendre des gardes, vous devez revenir dans le système de permanence ambulatoire. Bien sûr qu'ils doivent. Mais l'injonction et l'obligation ne marchent pas. Ne marchent pas. Donc, je pense que vous avez l'impression qu'on va sur ce terrain-là, d'une injonction et d'une obligation, notamment sur les reprises de garde des médecins généralistes? Tous les jours. Tous les jours. C'est dans tous les papiers, c'est dans des vieux pieux, dans l'incantation, mais ce ne sera pas possible. Parce qu'il y a des habitudes... Sans moyens, ça ne sera pas possible. Sans moyens, sans changement et sans volonté. On ne peut pas réconcilier les partis en les agressant, en les stigmatisant. Pendant des années, les médecins, la médecine libérale a été stigmatisée. Comme le corps enseignant, le corps professoral, ils ont été stigmatisés. Et aujourd'hui, on leur dit, on s'aperçoit que finalement, pour soigner, c'est bien d'avoir un médecin et des infirmières et des aides-soignantes. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut réconcilier ce monde-là. Il faut réconcilier le monde public, les hôpitaux publics et les cliniques privées, et qu'on puisse partir sur un socle identitaire. C'est simple. Même patient, même soin, même devoir,
et même tarification. Le Covid, il a montré une chose extraordinaire. Pourquoi on a été confiné en mars? Parce qu'on n'avait pas de masque. Lorsque Mme Bachelot est partie de son ministère... Et qu'on avait des urgences qui étaient saturées. Aussi. Mais on n'avait pas de prévention pour se protéger. Quand Mme Bachelot est partie de son ministère, il y avait 1,3 milliard de masques. Quand Mme Touraine est partie du ministère, il y avait 100 millions de masques. Sauf que ce 1,3 milliard, 100 millions de masques, ils étaient toujours là, donc on les a récupérés. Ils étaient périmés, inutilisables. Donc on n'avait pas de masques. 100 millions de masques, c'était 2 jours, on est 50 millions, c'était 2 jours de stock. Donc comme il n'y avait pas de protection, on a été obligé, je simplifie, d'être confinés. On a été obligé d'être confinés. Et c'est peut-être une des premières leçons, de se dire, on n'avait pas les moyens à l'époque de se protéger. Est-ce que le Covid va revenir? Il n'est jamais parti. Aujourd'hui, nous avons des patients qui arrivent, et surtout les personnes âgées. On meurt toujours du Covid aujourd'hui, oui, on a des patients, des personnes âgées. Ce sont elles qui nécessitent, je dirais, la prise en charge hospitalière, parce que les personnes qui sont bien portantes, ben voilà, je suis positif, je me mets à l'écart, et 2 jours après, il n'y a plus rien parce qu'on est vacciné. Et c'est parfait. Mais le Covid existe toujours. Que va-t-il se passer à la rentrée? On espère qu'on pourra toujours tenir ce système de santé. Donc, premièrement, réconciliation. De se dire aussi que les patients Covid, c'est vrai, ça a été une charge en soins monstrueuse, mais c'est 3% des patients pris en charge. 3%. Donc, c'est-à-dire que nous avons soigné, sur ces 2 dernières années, 97% de patients qui n'étaient pas Covid. Et heureusement. Et sur des infections qui n'étaient pas liées au Covid. Bien sûr. 3%. 30 000 hospitalisés au plus haut de la crise sur 400 ou 500 000 lits d'hospitalisation possibles. Donc c'est vrai que ces 3% ont totalement déstructuré l'offre de soins. On a parlé des vaccins. Bien sûr, on peut regretter que la France n'ait pas produit de vaccins, mais peu importe. Nous sommes sur une économie européenne, mondiale. Le président Geoffroy Roux de Bézieux l'a rappelé. Soyons positifs, et on avait la solution. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà de l'incantation, c'est que l'on puisse se retrouver et bâtir non pas un nouveau système de santé, parce que je ne veux pas, moi, d'états généraux, je ne veux pas. Le diagnostic a été posé, le président Macron avait impulsé Ma Santé 2022. Avant Covid. Bien sûr. Voté en 2019. Qui a eu des résultats. Après, il y a eu le Ségur 1, le Ségur 2. Les diagnostics sont posés. Maintenant, alors là, le président nous annonce une nouvelle grande concertation dont on ne connaît pas véritablement encore le périmètre, qui sera territorialisé, c'est-à-dire renvoyé à des discussions au plus près du terrain. Ça vous enchante pas, ça? Pour vous, c'est pas nécessaire? 3 mois. Sauf que les 3 mois qui arrivent vont être extrêmement difficiles à vivre. Extrêmement difficiles. Parce que sur le terrain, il se passe quoi? Il se passe qu'il n'y a jamais eu autant d'argent mis dans le système de santé. Jamais. Jamais. Il y a 19 milliards d'investissements avec le Ségur et une douzaine de milliards d'euros en rémunération supplémentaire. Des endettements, des hôpitaux publics, etc. Il n'y a jamais eu autant d'argent mis sur la santé hospitalière publique et privée. Et privée. Et privée, bien sûr. Et personne n'est content. Donc il faut chercher une autre solution, une autre piste. Par contre, il est clair que si cet été, on va avoir du personnel et des médecins qui sont au poste, il faudra les augmenter. On ne pourra pas avoir... Vous pensez que la réponse... parlons franchement. Il y a une pénurie de soignants aujourd'hui. Le Figaro en a fait sa une ce matin, avec des excellents articles de Marie-Cécile Renaud et des reportages notamment à Bordeaux et à Marseille. Mais vous pensez que la solution à la pénurie de soignants actuelle, c'est encore une question de rémunération? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, parce qu'on n'a pas le temps, si vous voulez. Nous sommes fin mai, début juin. On n'a pas le temps de bâtir une réconciliation et des grands états généraux. Donc il faut qu'on passe l'été. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? C'est-à-dire qu'il faut mettre des primes, il faut augmenter encore... Des primes. Qu'est-ce qui se passe? Il faut vous pensez que les gens qui ont on parle aussi d'une crise des vocations, des personnels soignants, les gens, après Covid, n'ont plus envie de travailler comme ceux-là, ont envie d'avoir une vie beaucoup plus normale. Et vous pensez qu'une rémunération supplémentaire peut les inciter à rester et à ne pas vouloir partir? Ça aide. Ça aide, parce qu'une infirmière à 2 000 €, si elle a une revalorisation, une aide-soignante à 1 600 €, si elle a une revalorisation, ça aide. Il y a une crise professionnelle, une crise de la formation. 15% des infirmières en formation arrêtent le cursus. 10% des médecins n'exercent pas, concrètement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de moyens, parce qu'il y a l'inflation qui arrive. Cette inflation, elle est quand même monstrueuse. On se déplace en voiture pour venir travailler, soit en médecine de ville, soit dans nos centres hospitaliers. Donc il y a cette difficulté-là. Il n'y a pas de personnel, donc on doit passer par des sociétés d'intérim qui ont un coût. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, pour avoir des infirmières, on en recrute
de la France entière. Moi, je suis dans le sud. Et à l'étranger. Et à l'étranger. Là aussi, on va en parler. Il faut que les médecins hors Union européenne puissent exercer dans les établissements privés. Ils n'ont pas le droit aujourd'hui. Donc là aussi, il y a une différence de traitement entre le public et le privé. On ne peut pas recruter de médecins tunisiens, algériens, marocains. Donc il faut qu'on puisse, nous aussi, en bénéficier, je dirais, de ces compétences-là. Juste pour objectiver ce que vous dites, dans l'hospitalisation privée, le besoin en termes de médecins qui pourrait être comblé par des médecins non européens, vous l'estimez à combien en nombre ? On a entre 15 et 20% de postes vacants, nous aussi. Et quand on ferme des services, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de rémunérer nos personnels tels qu'on devrait ou tels qu'ils l'attendent. Et il y a ce qu'on appelle une concurrence entre privé-privé, entre public-privé. Et ça, on ne peut pas continuer à avoir cette inflation. Il faut qu'il y ait au niveau du ministre, de Madame la ministre qui vient d'arriver, je dirais une remise à plat des rémunérations et que l'on puisse avoir les budgets. Et c'est ce qu'on va demander lorsqu'on va la rencontrer la semaine prochaine, qu'on a des budgets pour lutter pour l'inflation, qu'on puisse augmenter nos salariés face à cette difficulté et qu'on passe l'été. On en est là. Donc avant de parler, je dirais, de la réforme du système de santé, du système de soins, on va essayer de passer l'été. Parce qu'aujourd'hui, même chez nous, il y a des services d'urgence qui ferment la nuit. Je n'ai jamais connu ça en 30 ans d'exercice. Avoir une autorisation d'urgence, pour nous, c'était le Graal. C'est-à-dire que c'était la reconnaissance ultime des missions de service public. C'était vraiment un combat de la profession, les missions de service public hospitalier. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même chez nous, où les médecins sont libéraux, c'est-à-dire qu'ils sont, je dirais, ils ne comptent pas leurs heures. Un médecin aux urgences dans nos services, il prend à peu près 10 gardes par mois. 10 gardes de 24 heures, 240 heures. On est loin des 150 heures. Hein. Mais malgré ce, ils n'arrivent pas à se faire remplacer et on est obligé certaines nuits de fermer nos services. Donc cette politique-là, elle doit rapidement être renouvelée pour que l'on puisse avoir les moyens juin, juillet, août. Parce qu'on ne se rend pas compte de la tension qu'il y a. On l'a dit, il y a aussi un ras-le-bol, parce que pendant 2 ans, le service de santé a été sous tension, sous pression. Quand on a fini la première vague, on pensait que c'était terminé. Moi, j'ai passé un été normal. Et ça a recommencé en septembre. 2, 3, 4, 5 vagues. 5 vagues. Et en Occitanie, on a eu même la chance d'avoir 6 vagues. Peut-être qu'on a plus de touristes. La chance. 6 vagues. Quelle chance, effectivement. Pour rebondir sur un autre thème, en matière de coopération publique-privée, on a vu que ça avait relativement bien fonctionné pendant la crise Covid, malgré vos appels à ce que le privé soit beaucoup plus impliqué et que le public fasse plus appel au privé. Quelle coopération publique-privée vous imaginez pour la santé demain ? Il faut qu'on garde les bonnes habitudes des territoires. C'est-à-dire que je pensais que la parole nationale, la parole que je peux porter avec mon homologue de la FHF, Frédéric Valtou, était entendue et irriguait les territoires. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on est retombé dans les guerres de chapelle qui ont été tout de suite, je dirais, aplanies par le rôle des ARS. Parce que les ARS nous ont, je dirais, réunis chaque jour pour nous dire, voilà, sur tel territoire, j'ai tel besoin, qui le prend ? Qui le prend ? Public, privé, associatif ? Je m'en fiche, qui peut le prendre ? Et on s'est répartis. Nous avons 10% des capacités de réanimation. On peut se poser la question. Nous réalisons 60% de la chirurgie, et nous n'avons que 10% des capacités de réanimation autorisées. On est monté à 25%. C'est-à-dire qu'on a fait 2,5 fois la capacité. Donc on a fait preuve, je dirais, de courage. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Les ARS ont été juges, parties et indépendantes. Et sur les territoires, il faut garder ce système au plus proche des établissements et des territoires. Et pour nous, l'unité du territoire, c'est le département. L'ARS, c'est 13-15 départements, c'est trop grand. Il faut revenir vers une décentralisation sur les territoires et un véritable rôle du délégué territorial qui est en charge, je dirais, de la planification et du respect de la réglementation. Et au quotidien, c'est jouable, c'est gérable, oui. cette liaison permanente entre les différents acteurs ? Oui, parce qu'avec les forums que nous avons aujourd'hui sur WhatsApp, par mail, etc., on communique. Et puis, ce que je retiens également de la crise, c'est qu'on a appris à se connaître. Mais son voisin, qui était à 10 km, 15 km, 20 km, on ne le connaissait pas. Bien sûr, on connaissait son nom, on ne connaissait pas sa voix, on ne connaissait pas son visage. On a appris à se connaître, à travailler ensemble. Et c'est pour moi, je dirais, la plus belle des victoires. C'est de se connaître, de se reconnaître, de s'apprécier et de continuer. Mais il ne faut pas qu'on revienne, et je sens ce glissement aujourd'hui, vers c'est mieux chez toi, c'est mieux chez moi. Retour à la normale, quoi. Oui, voilà, l'herbe est toujours plus verte. Non, voilà, il faut revenir, je dirais. On est dans la souffrance, la difficulté. On ne doit pas
je dirais, non plus se marteler tous les jours qu'on ne va pas y arriver. Il faut être positif parce que, comme je disais, il n'y a jamais eu autant d'argent mis sur le Ségur et sur la santé. Donc, à nous d'utiliser ces crédits à bon escient. Il en faut tout de suite pour passer l'été et peut-être à la rentrée, essayer de voir un système qui soit plus complémentaire. Mais ça fait des années qu'on le dit. Oui. Mais je ne pourrais pas attendre ces grands états généraux, cette convention des parties prenantes, cette constituante, ça a même été évoqué par certains parlementaires. Non, aujourd'hui, il faut y aller. Il faut essayer de se remettre, je dirais, dans le chemin du travail et du sourire. Et du sourire, parce qu'on fait tout de même un des plus beaux métiers du monde. C'est prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre. Et si on n'y arrive pas, ben on a quelque part échoué. Donc moi, je suis confiant. Sinon, je change de métier. On le disait tout à l'heure, et vous le signifiez, vous le remarquiez, le mot prévention est arrivé dans l'intitulé de la ministre de la Santé. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Et surtout, quels espoirs vous portez sur cette nouvelle donne dont on sait que la prévention va être peut-être une solution à des économies futures demain? C'est un investissement aujourd'hui pour éviter des dépenses demain. Prévention, dépenses inutiles, redondance des actes, bien sûr, de se poser la question tous les matins, est-ce que mon état de santé est compatible, je dirais, avec les données de la science aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger, c'est-à-dire protéger mon être, mon corps, protéger aussi ma famille, bien sûr, parce que ça permet de mettre en avant, je dirais, ce qui doit nous préserver. Et jusqu'à maintenant, le privé du moins, nous en étions exclus. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une chance de pouvoir intégrer ces missions de service public, parce que je souhaite que notre fédération, qui d'ailleurs a changé son appellation, c'est cliniques et hôpitaux à mission. Mission de service public, mission de prévention et mission aussi de santé. Parce que nous sommes dans le soin, on est peut-être trop dans le soin et pas assez dans la santé à long terme. Alors c'est vrai que c'est pas très porteur politiquement, donc bravo à la ministre d'avoir pris cette fonction-là, de prévention, mais elle est aussi ministre de la Santé. Et moi, je la verrai aussi comme ministre de la Santé, parce qu'on a des demandes immédiates à lui faire parvenir, en espérant qu'on aura une écoute qui soit positive. En matière de financement, pas forcément de répartition publique-privée, mais en matière de financement du système de santé français, vous l'avez dit, beaucoup d'argent a été mis sur la table pour essayer de colmater les brèches post-Covid, notamment en matière de rémunération, mais pas que, d'investissement, et notamment d'investissement aussi du quotidien. Comment doit évoluer le financement du système de santé, selon vous, là, dans les années à venir? Est-ce que le statu quo est possible, ou est-ce qu'il faut qu'il évolue? Il faut qu'il soit plus transparent. Aujourd'hui, le financement n'est pas transparent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, ou du moins pour avoir accès, je dirais, au financement. Quand vous dites on, c'est qui? Les fédérations, pardon. Okay. Oui, les fédérations. Nous ne savons pas, je dirais, quels sont les moyens alloués pour la prévention à l'hôpital, pour la recherche, pour l'innovation. On ne le sait pas. On n'arrive pas à avoir une répartition juste, équitable des financements. On souhaite participer à l'innovation parce que c'est vrai qu'en chirurgie, nous sommes force d'innovation, la robotisation, et on n'arrive pas aujourd'hui à financer cette innovation. La recherche aussi, la recherche clinique, la recherche médicamenteuse, on doit pouvoir rentrer. Donc la répartition des financements doit être plus transparente, parce qu'on parle tout de même de 80 milliards d'euros. Le monde hospitalier, public et privé. Je laisse bien sûr la médecine de ville de côté, l'industrie pharmaceutique, les médicaments. Même si nous sommes, dans le cadre de ce comité des acteurs de santé, tous ensemble. Ce n'est pas uniquement l'hospitalisation, mais je pense que c'est l'actualité qui nous fait peut-être parler un peu longtemps de cette hospitalisation qui est en difficulté, et on comprend parce que... On a un pays hospitalo-centré, donc voilà. Le système de soins est bâti autour de l'hôpital, donc on parle de l'hôpital. C'est des formations normales. Et des cliniques. Moins, mais d'hôpital surtout. Je le regrette. Juste, il nous reste 3 minutes, un petit peu moins. En matière d'innovation, on a vu que l'innovation, le digital a pris une part très importante dans la régulation du système de santé en France. J'ai parlé tout à l'heure de l'aventure Doctolib, qui est une formidable réussite et qui nous a aidés à passer cette crise. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'innovation française pour être véritablement efficiente et pour que le système de santé de demain soit à la hauteur des enjeux? Je suis sollicité en permanence par des startups qui ont des idées magiques et magnifiques. Je n'ai pas les moyens de les accompagner. Et Doctolib, j'étais à la création de Doctolib lorsqu'il était venu nous rencontrer il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai que c'était novateur. Il a pu se développer parce que son projet était fort. Mais il y en a des dizaines, des centaines d'autres. Et mon regret,
c'est que je ne puisse pas, ou les tester sur un certain nombre d'établissements, sur des groupes, et que je ne puisse pas avoir le financement pour ça. Parce que je suis sûr que la surveillance du bien-être, la surveillance, je dirais, de ces constantes, de ces paramètres au quotidien, permettrait d'avoir une vision claire, simple, et le pilotage du système de santé par la donnée, on manque de données, on manque de retour. Les données, on les a. Le problème, c'est qu'on ne les exploite pas. On ne les exploite pas. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire, ou on ne sait pas comment on pourrait les exploiter et les rendre, je dirais, publics. Indicateurs de mortalité, indicateurs de reprise opératoire. La qualité que nous portons tous les jours dans nos établissements de santé n'est pas assez vulgarisée. On ne rend pas assez compte de ce qui se passe, et c'est vrai que ces données-là, le pilotage par les données, pour nous est fondamental. On ne peut pas piloter un système de santé à l'aveugle en gérant des grandes masses, et le financement, pour revenir à votre question initiale, avec un ONDAM qui augmente chaque année, qui est à 230 milliards aujourd'hui, et puis après on ne sait pas trop ce qui se passe, n'est pas acceptable. Ok. Merci beaucoup Lamine Garbi, président de la Fédération hospitalière privée, pour cette introduction. Et on va passer maintenant à la deuxième séquence.